Bien, deuxième vidéo du jour. Il s'agit cette fois-ci de traverser l'œuvre du début à la fin, je l'ai dit, Mémoire d'Adrien, et particulièrement de faire une analyse littéraire, c'est-à-dire un parcours complet dans la première partie, Animula Vagula Blandula, et analyse littéraire qui a pour objectif à la fois dans la succession des éléments de cette partie d'insister sur la façon dont il est construit et en même temps d'aller rechercher, d'extraire de cette succession un certain nombre d'éléments pertinents, d'éléments qui permettent de nourrir des réflexions dans la dissertation. Et je commencerai justement par deux sujets de dissertation qui vont mettre en forme notre réflexion sur l'œuvre. J'en ajouterai sans doute un troisième par la suite. Alors, parcours donc à partir tout simplement du texte lui-même. Donc je vous invite à vous munir de l'édition. La mienne est un petit peu vieillissante, mais c'est tout la même. L'édition donc de l'œuvre pour pouvoir, en dehors du fait que vous allez noter un certain nombre de choses que je vais dire, pouvoir suivre une citation, un passage de référence considéré comme important, ainsi de suite. Parce qu'évidemment, je ne vais pas non plus vous faire dicter ou vous dicter un certain nombre de choses qui seraient tout simplement dans l'œuvre. Donc là, à vous, au fil de votre ouvrage, de prendre quelques notes. Dans l'ouvrage lui-même, d'ailleurs, c'est tout à fait possible, ou alors dans ce que vous prenez en note. Donc la première partie de l'œuvre, Animula Vagula Blandula, va de la page 11 à la page 35, et elle est constituée en gros d'une lettre de Adrien à Marc Aurèle, on voit bien l'adresse initiale, mon cher Marc, et cette lettre se construit en deux parties, puisque à partir de la page 29, il y a une inflexion nouvelle qui est donnée à la réflexion. J'y viendrai. Peu à peu, cette lettre commencée pour t'informer des progrès de mon mal est devenue le délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État, ainsi de suite. Donc, lettre en deux parties et point de départ dans l'œuvre, et il s'agit donc de comprendre où nous sommes exactement et de quelle façon nous entrons dans le roman, dans les mémoires d'Adrien, au sens propre du terme, dans le roman intitulé Mémoires d'Adrien aussi, et de quelle manière nous pouvons nous servir de cette première partie, quel est son caractère, est-ce qu'elle a bien un caractère programmatique, comme on l'attend en général d'une première partie dans un genre narratif, ce qu'on appelle l'incipit. Est-ce que ce caractère programmatique est illustratif de l'œuvre tout entière, et qu'est-ce qu'il nous apprend, et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, cette première partie commence par un constat, c'est le constat d'un état physique qui se détériore, une crise corporelle de l'empereur, puisqu'il est empereur. C'est un homme vieillissant qui vient de recevoir la visite, qui vient de chez son médecin, et il s'agit donc de traiter sa maladie. Et cette crise corporelle est importante parce que c'est précisément elle qui déclenche l'acte d'écriture à Marc Aurèle, sachant que Marc Aurèle, qui a 17 ans à l'époque où écrit Adrien, est appelé par le biais du cursus honorum et de l'adoption par Adrien, est appelé à devenir empereur lui-même, et à ce titre, donc, cette lettre est une lettre d'un empereur vieillissant à un futur empereur, mais aussi d'un homme qui a lu des philosophes et qui a réfléchi, a médité sur l'existence humaine, Adrien, à un homme qui va lui-même écrire des textes stoïciens, donc qui va écrire des textes philosophiques et qui va lui aussi réfléchir à la fois sur le pouvoir et sur l'existence humaine. C'est une lettre donc qui est marquée au départ par la conscience
de la fin de l'existence et de la fin du trajet politique, puisque les deux sont coextensifs en la personne d'Adrien, fonctionnent en même temps, c'est ça que je veux dire, et cette conscience donne lieu donc dès le départ à la présentation de à partir de ce mal, de ce que son corps a dû d'abord à constituer pour lui, page 11-12, puis de ce que Adrien a dû abandonner autour des plaisirs du corps, et il fait donc toute sa première partie de la lettre, et donc toute la première partie de l'ouvrage, il l'a construit autour de ces divers abandons auxquels il se livre. D'abord, il évoque le cheval, le plaisir qu'il a dû abandonner très rapidement, ainsi que la chasse d'ailleurs. Puis il abandonne au-delà du cheval le trop manger, page 16. Trop manger est un vice romain, mais je fus sobre avec volupté, voilà une expression qu'il faut retenir. Cette évocation des repas est à la fois une évocation d'ordre sociologique, la sociologie de Rome, la façon de se comporter à table et la façon de manger, ce qu'on appelle les sodalités, S-O-D-A-L-I-T-E-S, c'est-à-dire les banquets entre amis ou entre équivalents d'un même niveau social, et ces plaisirs de la table donc, qui donnent l'occasion aussi à Adrien de réfléchir sur la façon dont la société romaine est faite, d'une part, donc dans une dimension plutôt sociologique, mais aussi de réfléchir sur la frugalité, la simplicité, à partir de cette question des repas. Le travail sur ces repas donc, donne lieu à une réflexion philosophique et à la question de l'abstinence. Il évoque aussi la question du corps et du plaisir sexuel, qui, là aussi, l'intéresse tout particulièrement en tant que système de connaissance. Alors, il évoque les cyniques et les moralistes, qui sont donc deux écoles différentes dans la philosophie gréco-latine, et il évoque donc sa perception du plaisir sexuel et sa compréhension de l'être humain à partir de cela. J'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour, page 21, et surtout, page 22, il y a là encore un développement philosophique à partir d'un fait personnel. C'est souvent le cas dans l'œuvre. J'ai rêvé parfois d'élaborer un système de connaissances humaines basé sur l'érotique, une théorie du contact, où le mystère et la dignité d'autrui consisteraient précisément à offrir au moi ce point d'appui d'un autre monde, évidemment une citation particulièrement importante dans une problématique nationale qui nous impose de réfléchir sur soi-même comme un autre. Et ce système de connaissances basé sur l'érotique, donc, qui est à rapprocher d'ailleurs aussi des idées évidemment de Marguerite Yourcenar et de quelque chose de beaucoup plus moderne, j'en reparlerai. Le travail donc enfin sur ce que le corps a dû abandonner donne lieu à une réflexion sur le sommeil et à l'importance du sommeil pour l'adolescent et à la différence de ce sommeil chez l'homme âgé. Et enfin, il évoque du reste à cette occasion la question de la mort et du suicide dont il reparlera dans la dernière partie. Il y a donc une succession dans ce premier chapitre de la première partie qui est liée à tout ce qu'abandonne l'empereur, à tout ce qu'abandonne l'homme vieillissant qu'il est, et cette première partie est marquée par la négation, par cette caractéristique logique de la négation qui est l'inversion d'une affirmation, négation donc, puisque les abandons sont des négations progressives de choses qui avaient été acquises comme évidentes au départ de sa vie, et d'autre part, j'insiste, dans cette première partie, puisque je l'ai dit déjà en commentant, sur cette forme énonciative caractéristique
de ce qu'on appelle le style togé, l'oratio togata. C'est l'expression qu'utilise Marguerite Yourcenar, qui n'est en fait pas une expression existante dans le monde romain, mais qui est une expression qu'elle a forgée elle-même. Dans cette oratio togata, donc dans ce style togé, qui est un style de haute tenue, qui n'est pas un style familier, qui est le style qu'adopte Hadrien ici, le fait raconté, relevant des mémoires, relevant de l'autobiographie, relevant de la vie personnelle, autrement dit, est toujours soit expliqué d'un point de vue plus général, par exemple sociologique, soit discuté par le biais donc d'une réflexion d'ordre philosophique, la plupart du temps, et ce fait donc et son commentaire sont un élément qui existe aussi dans l'autobiographique, mais qui est beaucoup plus important ici et auquel une forme donc énonciative à laquelle Marguerite Yourcenar a donné une place considérable. Donc là, ce que je vous conseille, puisque évidemment ce cours ne va pas faire la dissertation à votre place, mais quand même vous donne un certain nombre d'indications, c'est d'aller chercher des passages dans lesquels on trouve bien, j'en ai désigné 2 tout à l'heure, sur la question de la sexualité et sur la question du repas, page 16, mais il y en a aussi sur la chasse et sur ce que la chasse peut révéler de l'homme, et notamment de l'homme romain, en l'occurrence ici, qui va d'ailleurs se confirmer par la suite parce qu'il y a des scènes de chasse dans l'œuvre. Donc il y a dans ce premier passage un panorama de sa propre vie, mais un panorama en un moment postérieur aux événements. C'est un retour en arrière sur ce qu'il a vécu sous la forme d'un sommaire narratif, puisqu'il assemble des éléments qui sont communs et il les réduit en taille pour nous les présenter dans leur généralité. Donc c'est une espèce de survol rapide de ce qu'a été sa vie et de ce qu'elle est devenue au regard de son vieillissement. C'est donc ce qu'il est devenu et ce qu'il a été réduit à être par le biais de l'âge qui le marque ici. Et c'est évidemment cette réduction jusqu'au néant qui l'intéresse particulièrement, jusqu'à la mort qui l'attend, qui vient clore le passage donc de ce premier chapitre de la première partie, page 28, que de fois levé de très bonne heure pour étudier ou pour lire, j'ai moi-même rétabli ces oreillers fripés, ces couvertures en désordre, évidence presque obscène de nos rencontres avec le néant, preuve que chaque nuit nous ne sommes déjà plus, une réflexion autour du sommeil et du néant qu'on retrouve d'ailleurs dans le poème de Paul Valéry, La Dormeuse, réflexion donc caractéristique aussi de l'Antiquité romaine et de l'Antiquité grecque sur la question du sommeil qui est abordée très très fréquemment par les philosophes. Et donc, deuxième étape de cette réflexion, c'est la reprise du propos, et page 29 donc, Hadrien reprend son propos, cette fois-ci à Théséro, donc en tant que narrateur, narrateur vieillissant en train de raconter son histoire. Ce passage entre Théséro et T-1 dans l'autobiographie est caractéristique, très 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 fréquemment utilisé, et la confusion parfois entre le narrateur et le personnage qu'il a été, le narrateur pouvant soit donner l'impression qu'il se fusionne littéralement avec le personnage qu'il a été en revivant par exemple un plaisir ou un déplaisir qu'il est en train de nous raconter, ou au contraire, c'est aussi le cas d'ailleurs chez Hadrien, parce que les deux sont présents, la différenciation, la défamiliarisation avec le personnage qu'il a été, quitte à le juger, ce personnage, c'est ce qu'il fera par la suite dans les portraits qu'il fera de lui-même, ou à ne pas se reconnaître aussi par la même occasion, j'en reparlerai dans la deuxième partie. Donc, cette première partie se complète à l'aide d'une partie un peu plus courte, mais dont l'importance est tout à fait considérable, page 29 à 35, Hadrien qui, cette fois-ci, reprend son propos direct à Marc Aurèle et explique son projet qui est en train de
de surgir au fur et à mesure de l'écriture. Évidemment, ça n'est pas le cas pour Marguerite Yourcenar. Il y a deux scènes énonciatives différentes, celle fictive qui est celle du scripteur qui est Adrien vis-à-vis de son destinataire qui est Marc Aurèle, et deuxièmement, celle, il faut garder ça à l'esprit pour les textes et pour commenter l'œuvre d'ailleurs aussi, et celle qui est celle de Marguerite Yourcenar vis-à-vis du lecteur moderne du XXe siècle et postérieur, donc, auquel elle s'adresse. Et alors, donc, dans cette reprise, Adrien dit la chose suivante. Peu à peu, cette lettre commençait pour t'informer des progrès de mon mal, donc ça c'est la dimension corporelle et médicale du début, est devenue le délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État. Donc autrement dit, un délassement, un loisir, puisqu'on ne peut plus agir, on agit par l'écriture, pour s'appliquer longuement aux affaires de l'État. Donc la méditation écrite, c'est là que je trouve que l'expression est importante et qu'il faut la retenir, à mon avis, la méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Alors évidemment, toutes les expressions ici, tous les mots sont importants, mais d'abord, il faut reprendre l'idée de méditation. On sait que ce verbe, je reviendrai d'ailleurs sur son sens exact et son étymologie, mais méditari, qui a d'ailleurs qui est de la même famille que le mot médecin, qui consiste à prendre soin de quelque chose, et puis qui va s'élargir au sens philosophique, prendre soin par la pensée de quelque chose dont on veut comprendre les détails, et la méditation, donc, qui est l'observation par le biais de la raison de quelque chose de complexe. Et deuxième expression importante, donner audience à ses souvenirs, ce qui est important parce que, bon, évidemment, le mot audience donner audience plutôt, fait partie du lexique judiciaire, et j'expliquerai juste après pourquoi j'insiste sur ce lexique judiciaire, parce qu'il y a ce que j'ai appelé dans la première vidéo rapidement la scène judiciaire de l'autobiographie, qui est un ouvrage qui date de 1992, si mes souvenirs sont bons, de Gisèle Mathieu Castellani, et cette scène judiciaire de l'autobiographie, qui est une des caractéristiques de l'autobiographie, donc apparaît ici de manière presque évidente avec l'expression donner audience à ses souvenirs, en dehors du fait que audience vient du verbe audire, écouter, entendre, donner audience, c'est-à-dire laisser parler des souvenirs, mais donner audience aussi, on donne audience à des témoins dans un tribunal, et la personnification ici relève donc d'une forme de scène judiciaire. En effet, donc, Gisèle Mathieu Castellani, qui était professeur à l'université de Paris 7, a écrit donc cet ouvrage essentiel après l'ouvrage Le Pacte autobiographique de Philippe Lejeune, dont j'ai parlé dans le cours d'introduction, qui date de 1975. Gisèle Mathieu Castellani, donc, insiste sur le fait que dans quasiment toutes les autobiographies, le pacte autobiographique, mis en valeur par Philippe Lejeune en 1975, s'associe à une mise en scène judiciaire, c'est-à-dire il s'agit d'une défense ou d'une accusation de soi, un petit peu des deux. Dans la mesure où on raconte sa vie postérieurement, on est en situation de juger du bien fondé ou au contraire de la malfaisance d'un certain nombre des actions qu'on a choisi de commettre, et de tout ceci, il résulte donc le livre de vie, c'est ce sur quoi insiste Gisèle Mathieu Castellani, livre de vie qu'on présente en l'occurrence soit à Dieu, soit au lecteur, ou aux deux du reste, ce livre de vie dont il est question dans la préface des Confessions de Rousseau, et Gisèle Mathieu Castellani qui pointe du doigt et de la plume un élément absolument essentiel pour distinguer l'autobiographie des autres éléments du domaine du champ biographique, donc du champ littéraire biographique, qui pointe ce pacte de la sincérité comme relevant d'une rhétorique de l'accusation et d'une rhétorique de la justification de soi a posteriori. Donc ici, on en a un exemple particulièrement net, et ce qui a fait dire à certains, et je reviendrai parce que c'est un article que je trouve excellent, ce qui a fait dire à certains que d'une certaine manière, ces mémoires sont une espèce d'acte postérieur à la tragédie qu'a vécu
Adrien avec Antinoüs, il y aurait donc une espèce de tragédie, cette tragédie qui se présente d'ailleurs en abîme dans l'œuvre, et tragédie qui va déclencher par la suite, dans la partie vieillissante de la vie de l'empereur, l'écriture de ses mémoires pour, sinon s'accuser, du moins pour mettre en valeur le défaut qui est le sien et cette espèce de drame qu'il n'avait pas vu venir et dont il se dit d'ailleurs en partie responsable dans la partie centrale de l'œuvre. Donc cet acte d'écriture, une espèce de compte-rendu ou de procès-verbal presque de son existence, est à comprendre aussi comme postérieur à cette tragédie. De ce point de vue-là, je trouve l'analyse, je vous parlerai de cet article, peut-être même que je le photocopierai, l'analyse autour de cette façon de voir l'œuvre très, très fructueuse. Et donc, pour terminer ce propos, j'avance concernant cette deuxième... Je m'arrête un tout petit peu plus sur ce deuxième chapitre de la première partie, mais c'est donc autour de la question de la vérité et de la sincérité que Adrien défend son propos, et là on reconnaît précisément, je vous donnerai le passage du livre de Philippe Lejeune, on reconnaît le pacte autobiographique qui a déclenché l'étude de Philippe Lejeune, qui a reconnu dans un certain nombre de textes autobiographiques en effet cette affirmation de sincérité. On la voit ici sous la plume, évidemment de Marguerite Yourcenar, mais sous la plume d'Adrien qu'elle fait écrire. À coup sûr, j'ai composé l'an dernier un compte-rendu officiel de mes actes, en tête duquel mon secrétaire Flégon a mis son nom. Là, il s'agit en l'occurrence des annales et de la biographie officielle. J'y ai menti le moins possible. Une phrase très intéressante sur la sincérité difficile qui va aussi influencer ses mémoires. L'intérêt public et la décence m'ont forcé néanmoins à réarranger certains faits. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse ou ne l'est qu'au degré où toute vérité fait scandale. Donc il s'agit en plus de s'adresser à un intime, mais ce qui est important ici, c'est la définition de la sincérité qui se situe entre la vérité, difficilement accessible, voire inaccessible, selon les philosophes sceptiques, par exemple, selon l'école sceptique de philosophie antique, donc un pôle vérité et l'autre pôle autour du refus du mensonge, mais la question de la sincérité qui se situe entre le vrai et le faux, mais aussi entre le certain et l'incertain. Il s'agit aussi de tenir compte de ce qui n'est pas accessible au sens, de tenir compte de ce qui n'est pas accessible à la raison, de tenir compte de tout ce qui reste indécis, flou, et de tout ce qui ne peut pas faire l'objet d'une vision purement dogmatique ou purement systématique. Et c'est précisément ce qu'évite Adrien et ce qu'évite aussi Marguerite Yourcenar. Et ce qui est intéressant en dehors de ce pacte autobiographique dans ce passage, c'est aussi le refus de la biographie officielle. On voit bien ici que tout de même ça permet de pondérer un tout petit peu l'affirmation de l'œuvre comme mémoire au sens littéraire du terme. J'ai déjà parlé de cette définition. En effet, Adrien, qui parle donc à Marc Aurèle, dit la chose suivante, toujours page 29, « Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu d'idées préconçues et de principes abstraits, tirés de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même. » Alors c'est une phrase qui est importante, d'une part parce qu'il y a l'idée d'un correctif par rapport à des récits qui seraient pourvus, eux, d'idées préconçues et de principes abstraits, et particulièrement les biographies officielles, ou alors un récit qui serait trop construit, et un récit tiré de l'expérience, autrement dit le fait de vivre quelque chose, et d'en tirer donc des savoirs, non pas théoriques, mais liés au fait qu'on a vécu quelque chose, et c'est ce qui fait exactement ce style Togé, cet oratio togata dans l'œuvre, puisqu'il commente systématiquement ce qu'il a vécu, et d'autre part, en dehors de cette affirmation et de cette affirmation obtenue par négation, un récit dépourvu d'eux, il y a aussi la dimension ici intertextuelle de l'affirmation intertextuelle, non pas de l'affirmation d'Adrien par lui-même, mais de l'affirmation donnée à Adrien par Marguerite Yourcenar, puisque Marguerite Yourcenar ici s'inspire de la préface
des Confessions de Rousseau, qui donc date de 1762, si mes souvenirs sont bons, et préface dans laquelle Rousseau dit la chose suivante: je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et qui n'aura point d'imitateur. Formule qui désigne à la fois l'œuvre qu'il est en train d'écrire et l'entreprise qu'il est lui-même au regard de la nature et de Dieu, puisqu'il était croyant. Et cette entreprise unique est en effet unique puisqu'il est un individu unique, comme nous sommes tous uniques vis-à-vis des autres, nous avons des données qui sont uniques. Et dans cette préface, au sujet de l'unicité donc de son propos, un seul homme qui est moi-même, on a une expression quasiment identique dans les Confessions de Rousseau. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'Adrien s'inspire de Rousseau, ce qui traite une absurdité, puisqu'Adrien a vécu bien longtemps avant Rousseau, mais en revanche, que Marguerite Yourcenar, elle, fait parler Adrien à partir de données rousseauistes, rousseauiennes, ou rousseauistes plutôt, c'est un élément tout à fait évident. Enfin, cette deuxième partie, donc ce deuxième chapitre, pardon, de la première partie, a pour objectif d'évoquer tous les moyens d'évaluer l'existence humaine, page 30, au début de la page, l'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes. Deuxièmement, l'observation des hommes, qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont, les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre leurs lignes. Et ces trois éléments, il va donc les évoquer successivement, de manière à s'interroger sur les difficultés à comprendre l'homme, les difficultés à se comprendre soi-même aussi. Il y a un passage important de ce point de vue-là, concernant l'observation de soi, qui donne lieu à une réflexion et à une définition de lui-même, page 32-33, donc, quand je considère ma vie, je suis épouvanté de la trouver informe, et c'est précisément ici une mise en abîme de l'entreprise qu'il est en train précisément de voir se dérouler sous sa plume, qu'il est en train de commenter. L'existence des héros, celle qu'on nous raconte, est simple, elle va droit au but comme une flèche, et la plupart des hommes aiment à résumer leur vie dans une formule, parfois dans une vanterie ou dans une plainte, presque toujours dans une récrimination. Leur mémoire leur fabrique complaisamment une existence explicable et claire. À l'opposé, donc, ma vie a des contours moins fermes, comme il arrive souvent, ainsi de suite, et il va donc se livrer à une vision métaphorique de son propre parcours sous la forme d'un paysage, page 33. Le paysage de mes jours semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle, et développant cette image du paysage, qui est une image assez courante, il précise, sous la forme de ce tableau métaphorique, sous la forme d'une hypotypose, autrement dit, comment il voit à ce moment-là son trajet, comment ses jours, les jours qu'il a passés, autrement dit sa vie, donnent lieu à une vision un petit peu chaotique, mais malgré tout un peu organisée. J'y rencontre ça et là, ainsi de suite, avec des connecteurs spatiaux. Et il crée une image à l'intérieur de son propos dans laquelle il intervient comme une espèce de peintre, mais il se déprend de cette image, il se met à distance de cette image dans un deuxième temps. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme, ainsi de suite. Je ne suis pas de ceux qui disent... Bon. Et cette distance qu'il prend vis-à-vis de l'image qu'il avait construite relève de la métalepse. Il s'agit d'ailleurs, la première partie aussi, construction d'une image de soi dans laquelle le narrateur semble intervenir directement. Et la métalepse, c'est la confusion des niveaux narratifs. Le narrateur intervient au niveau du personnage, et puis, sorti de cette image, par le biais, cette fois-ci, d'une prise de distance, d'une exotopie, le terme est donc qu'on doit aux formalistes russes. Empathie, exotopie, on a ici un narrateur qui tente de construire une image de soi à partir du texte dans une image construite, puis mise à distance. Et on a ici, en fait, la mise en abîme, c'est-à-dire la structuration à l'intérieur même de l'œuvre, de ce qui va devenir l'œuvre complète, de la mise en abîme du projet lui-même.
Enfin, donc, ce paysage de ces jours est l'occasion d'évoquer la question de la difficulté à se dire. C'est donc une partie qui est à la fois inaugurale, c'est-à-dire programmatique, hein, elle présente quelque chose qui va avoir du sens par ailleurs dans l'œuvre, l'écriture de soi-même et l'écriture de son trajet de vie, de son trajet d'empereur. Et c'est aussi une partie métatextuelle, c'est-à-dire une partie dans laquelle l'écriture porte sur la façon d'écrire. Le texte parle du texte, c'est un texte qui parle du reste du texte, une écriture métatextuelle donc, dans laquelle l'auteur explique les difficultés qu'il rencontre dans son écriture et la méthode qu'il essaie d'aborder pour éviter les écueils. On voit notamment hein, dans le dernier tiers de la page 34 un certain nombre de choses sur ce point-là. Et puis évidemment, il y a dans cette première partie une opposition, une dialectique importante entre l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit h. La question du trajet de vie et de la meilleure expression de l'identité se fait jour dans ce passage. L'histoire avec un grand H qui donne lieu à une biographie officielle, alors que l'histoire avec un petit h, elle, suppose d'entrer dans des détails, d'aller chercher des secrets et de se méfier de l'écriture hein, et de ce qu'on peut dire de soi-même, puisqu'on est toujours un petit peu, on est difficilement transparent à soi-même, et ce qu'on dit de soi est toujours poésie, comme disait Ernest Renan, R-E-N-A-N, en 1883, dans Souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est son autobiographie. Il indique par là que tout ce qu'on dit de soi est toujours une construction, au sens poétique. Poiesis signifie construction en grec, fabrication. C'est toujours une fabrication, ça n'est jamais ce qui va à la vérité, hein, ça n'est jamais l'expression de la vérité, et c'est même au contraire, sans doute, parmi tous les portraits qu'on peut faire, celui qui est le moins ressemblant, celui qu'on fait de soi-même. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe important. Et donc Animula Vagula Blandula présente à la fois la question du double corps du roi, du double corps du souverain, j'ai donné ça en cours, c'est-à-dire le souverain est à la fois un être humain et un représentant symbolique de Dieu sur terre ou des dieux sur terre ou du pouvoir divin sur terre. Et à ce titre, il a une double existence. Hein. Je renvoie à l'excellente série The Crown concernant cette théorie du double corps du roi qui vient d'Ernst Kantorowicz et qui portait particulièrement sur les rois d'Angleterre. Et au sujet d'Élisabeth II, la théorie est évoquée très très rapidement lorsqu'Élisabeth est dans la première saison, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'Élisabeth va devenir reine d'Angleterre, elle reçoit une leçon de sa grand-mère, laquelle est devenue elle-même d'ailleurs reine, et en tout cas épouse du roi, et elle indique que c'est la couronne qui doit gagner, et la fameuse formule « le roi est mort, vive le roi » relève précisément de ce double corps, puisque c'est la royauté en fait, hein. Le roi est mort, c'est le corps du roi, le corps individuel, le corps humain, le corps mortel du roi est mort, mais la royauté, elle, perdure. Et on a ici aussi, avec ce début autour de la crise du corps, quelque chose qui pose la question du fait de perdurer, du fait que le pouvoir perdure, du fait de la fameuse Rome. Hein. Rome n'est plus dans Rome, cite malicieusement Marguerite Yourcenar dans la deuxième partie, hein, citant en l'occurrence une fameuse phrase du Britannicus de Racine, et il y a donc un passage essentiel entre le corps et ce qui perdure du corps, ce qui perdure de l'âme entre autres, et l'exercice du pouvoir. Donc voilà pour ce que je peux dire, j'espère que c'est suffisamment cohérent de cette première partie. J'ajouterai donc les deux sujets de dissertation que j'ai proposés en cours, sur lesquels donc, je m'appuie au fur et à mesure et sur lesquels il faut avoir un certain nombre d'idées au fur et à mesure, mais qui retracent, je pense, les grandes possibilités qui vous seront offertes si jamais il y a, imposées si jamais il y a un sujet sur Yourcenar au bac. D'ailleurs, l'un des deux sujets proposés au mois de septembre était très proche de l'un de ces sujets que j'avais donné à mes élèves l'année dernière. Le premier, donc, c'est « Peut-on dire
simplement que dans Mémoire d'Adrien, Marguerite Yourcenar a écrit, comme elle le dit elle-même, ouvrez les guillemets, la vie d'un grand homme, fermez les guillemets, point d'interrogation, c'est le premier sujet. Peut-on dire simplement que dans Mémoire d'Adrien, Marguerite Yourcenar a écrit, comme elle le dit elle-même, la vie d'un grand homme, point d'interrogation. Deuxième sujet, les Mémoires d'Adrien sont-ils uniquement un roman historique, point d'interrogation. Donc voilà pour les sujets que je propose et pour les éléments concernant cette première partie. J'espère avoir été suffisamment clair. Pas toujours évident de faire un oral comme ça au pied levé, comme c'est le cas, parce que je n'avais pas du tout prévu de faire ces 2 oraux. J'espère que ça vous aidera. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous apporter des réponses. Et évidemment, tout ceci ne remplace pas la lecture. Si vous n'avez pas lu l'œuvre, vous ne pourrez pas de toute façon comprendre. Mais quand même, ça vous permet de relire un tout petit peu l'œuvre, aller rechercher des éléments plus précis. Lorsque je vous donne des indications, je ne vous donne pas forcément des références. À vous de chercher des références précises par rapport à ce que je vous dis et surtout de comprendre tout ce qui n'est pas forcément évident dans la structuration de chacune des parties de cette œuvre pour avoir beaucoup plus de prise sur l'œuvre. Voilà, à bientôt.